je suis ravie de vous revoir et je dis bonjour et bonsoir pour les nouveaux. Donc ce soir, non, alors avant que je présente Tessa Rosebrock, je reviens sur un point pratique, puisque comme vous avez pu constater, on a pas mal changé avec l'histoire de salle, avec ce programme, puisque la première séance, la salle était beaucoup trop petite, donc maintenant on est beaucoup mieux en auditorium. Mais du coup, puisqu'on a dû changer à la dernière minute, c'était trop tard pour avoir l'auditorium aussi pour toutes les séances. Donc la prochaine séance qui aura lieu le 23 mai, avec l'intervention de Nicolas Doll, qui est donc la responsable de la recherche de provenance du musée de Berne en Suisse, aura exceptionnellement lieu de l'autre côté de la Seine, donc rive gauche, où nous sommes, où très gentiment le centre Georges Simmel nous accueille. Donc il faudrait traverser la Seine pour se rendre au centre Georges Simmel. Et alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion, on a mis un petit erratum dans le programme. J'ai dit aussi à notre équipe de communication de vous annoncer le bon lieu pour la suite. Donc c'est en cours, parce qu'il y avait une petite confusion, parce que le centre Georges Simmel est bien boulevard Raspail, mais en fait l'amphithéâtre, qui s'appelle l'amphithéâtre François Furet, se trouve bien au numéro 105 boulevard Raspail. Donc c'est en face, pour qu'il n'y ait pas de confusion. La prochaine séance, 23 mai, aura lieu à l'amphithéâtre François Furet, au numéro 105 boulevard Raspail, dans le 6e arrondissement. Donc uniquement exceptionnellement pour le mois de mai. En mois de juin, pour le 26 juin, où nous attendons Crystal Force, qui j'ai déjà vu d'ailleurs ce soir, ça sera à nouveau ici, donc cette séance-là en juin aura à nouveau lieu ici à l'amphithéâtre de l'INHA. Donc ce soir, je suis ravie de saluer et d'accueillir la chercheuse et la conservatrice de musée Tessa Rosebrock. Alors Tessa Rosebrock est une grande spécialiste allemande de la recherche de provenance. Elle a fait ses études en histoire de l'art et en littérature allemande aux universités de Munich ainsi qu'à l'université Humboldt de Berlin. Et elle a également passé une année ici à Paris déjà en histoire de l'art à l'université de la Sorbonne Paris 1 et Paris 4. Ensuite, elle a soutenu sa thèse de doctorat en histoire de l'art avec un sujet qui nous intéresse déjà beaucoup puisque sa thèse portait sur la politique culturelle des nationaux-socialistes en Alsace et le cas particulier du musée des Beaux-Arts de Strasbourg. Donc, cette thèse a été publiée en allemand. C'est un livre qui est très intéressant puisqu'il traite donc la situation qui est très spécifique, qui est juridiquement spécifique, la situation du musée des Beaux-Arts de Strasbourg, qui était en fait un peu un cas unique en Europe, puisqu'après la guerre, ce musée a gardé les achats qu'il a pu obtenir pendant la période de l'occupation, puisque ce n'était pas un musée occupé. Si vous voulez, je pense qu'on a déjà évoqué cette question. Tous les autres musées en territoire occupé, ceux qui ont acheté sur le marché de l'art français ou même en Hollande, sur les territoires occupés, ils ont dû rendre, enfin les musées allemands, ils ont dû rendre ces objets acquis pendant la période difficile. Et ce qui n'était pas le cas de Strasbourg. Et donc Tessa, elle a travaillé plusieurs mois, un an même, à Strasbourg, avant même d'entamer sa thèse. Et elle a écrit donc ce livre sur ce cas spécifique du musée de Strasbourg, qui était très intéressant, puisque les directeurs étaient l'ancien directeur du musée de Karlsruhe, qui était donc devenu pendant la période de l'occupation le directeur du musée de Strasbourg. Donc sa thèse a également une approche biographique sur cette personne, qui est intéressante parce qu'il achète pendant cette période d'une manière très, très intelligente, si je puis dire. Il est anti-nazi et en même temps, il occupe un poste important. Donc c'est vraiment, ça montre toute cette complexité et je vous en parle aussi en détail puisque son livre est en cours de traduction et par le Centre allemand d'histoire de l'art et on espère avoir la version française donc de cet ouvrage vers la fin de l'année 2019. Voilà, ça c'est pour la plus grande publication.
Ensuite, évidemment, Tessa elle a déjà publié de nombreux articles dans le domaine de la recherche de provenance, dont je ne rentrerai pas dans les détails. Ce qui nous intéresse spécialement pour ce soir, donc elle occupe en fait le poste de la conservatrice au musée de Karlsruhe, de la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, en tant que la responsable de la recherche de provenance depuis 2010. Donc ça fait déjà beaucoup d'années d'expérience. Et pendant cette période, elle était aussi commissaire d'exposition, de plusieurs expositions, qui portaient donc sur des projets de recherche de provenance. Et donc elle nous donnera un exemple ce soir. Et dernière info qui nous concerne, et donc je suis très heureuse aussi parce qu'en fait Tessa Rosebrock, elle sera une chercheuse invitée à l'INHA pendant la période du mois de mai et juillet 2019. Ça sera une collaboration notamment avec notre bibliothèque de l'INHA qui détient des fonds très importants sur plusieurs marchands d'art ou spécialistes qui nous intéressent spécialement pour la recherche de provenance. Et Tessa se penchera notamment sur le fonds de la Galerie Pierre et sur le fonds Pierre Loeb qui viennent d'arriver à la maison. Ça fait déjà un moment. Il est arrivé quand? 2015 ? Oui, mais voilà, c'est toujours en cours d'exploitation. Donc voilà, on attend avec beaucoup d'impatience aussi l'arrivée de Tessa pour cette recherche. Et donc, je suis ravie qu'elle soit avec nous ce soir et je te passe la parole. Merci. Merci. Merci pour l'introduction. Mesdames, Messieurs, chère Inès, chers étudiants, je vous remercie vivement pour l'invitation de parler devant vous. Nous allons regarder ensemble comment une enquête sur une seule œuvre d'art, l'histoire de ses différents propriétaires, a donné la matière pour une exposition. J'expliquerai tout cela à l'exemple de la peinture vue sur le cloître Santa Scholastica près de Subiaco, peinte par le peintre allemand Karl Blechen en 1832. Je vous invite honnêtement de m'interrompre et de ne pas hésiter à poser des questions si jamais quelque chose est difficile à comprendre ou si je me trompe en utilisant une expression inexacte. Mon français est un peu rouillé, mais je m'appliquerai pour m'exprimer le mieux que possible. Voilà, ça c'est la Kunsthalle de Karlsruhe où je travaille. Nous sommes un musée classique qui conserve actuellement 3200 peintures de la période du XIIIe siècle à nos jours, ensuite 400 sculptures et presque 90 000 œuvres sur papier. Ici, vous voyez une salle de la galerie des anciens maîtres. C'est un point fort de notre collection. Mais venons à la recherche de provenance. Les provenances sont des informations sur l'origine des œuvres d'art. Elles sont notées comme des petites notices dans les catalogues ou des inventaires. Il s'agit des informations concentrées qui se suivent en staccato l'un après l'autre. Elles sont interrompues par les virgules ou points-virgules et elles sont toujours écrites plus petit qu'un texte dans un livre. Dans la plupart des cas, leurs auteurs ne sont pas mentionnés. Donc les œuvres arrivent avec une provenance écrite par un chercheur anonyme. Établir l'historique d'une provenance est souvent le résultat de nombreuses recherches scientifiques, souvent assez difficiles et complexes. Et cette recherche peut prendre des années afin d'établir à la base des sources d'archives l'historique d'un objet. Des années donc pour vraiment connaître l'historique d'un objet et vraiment connaître tous ses anciens propriétaires. La recherche sur la provenance d'une œuvre d'art au musée prend en charge tous les documents qui se trouvent dans la documentation du musée, mais aussi des fonds d'archives ailleurs, des archives de l'économie, des dossiers de l'indemnisation, des fonds de marchands d'art, d'artistes ou d'autres personnes individuelles, les archives de l'épuration ou celles des banques. Au début d'une enquête, le chercheur peut se sentir confronté à un grand vide, en particulier si des fonds d'archives ont été perdus suite à la guerre, suite à un incendie ou de dégâts causés par une inondation. Notre mission est de remplir ce vide avec des informations, même si cela n'est pas toujours facile. Les possibilités de l'Internet facilitent énormément notre recherche.
la globalisation et le networking entre les différents acteurs, la mise en page des bases de données online, parce que la mise en réseau de portails de connaissances, l'utilisation des moteurs de recherche et la mise en disposition en ligne des bases de données rendent publiques des informations qui devraient être recherchées dans de nombreuses archives à travers le monde. De plus, le réseau nous permet des résultats aléatoires. Et il permet de chercher, de trouver, de partager et de transmettre. Ainsi, plus que 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la volonté politique du gouvernement fédéral allemand de promouvoir plus intensément que jamais la recherche de provenance peut être justifiée par le fait qu'il a été reconnu que l'Internet nous offre aujourd'hui de nouvelles possibilités qui faisaient défaut à toutes les générations précédentes. Comment s'est déroulée la recherche dans le cas du tableau Scholastica de Karl Blechen? En mai 2014, la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe a reçu une lettre du cabinet d'avocats Badcock, Zankel, Bunzel et Miller de San Francisco, en leur qualité de représentants des héritiers de Rudolf Mosse. Ils ont exigé la restitution de notre tableau. Notre musée ignorait une telle provenance. À l'époque, de nombreux musées ont reçu une telle lettre, car les avocats se référèrent au catalogue de la vente aux enchères de la collection Mosse en 1934. Les musées connus possédaient une œuvre et figurant dans ce catalogue ont donc été contactés. Je me suis rapidement rendu compte de cette démarche globale, car le petit musée de la ville Sindelfingen, aussi à Baden-Württemberg en Allemagne, qui n'a pas de chercheur de provenance attitré, s'est adressé à notre ministère du Land afin de demander de l'aide. C'est le ministère basé à Stuttgart qui m'a par la suite demandé d'accomplir cette tâche en parallèle à la recherche sur notre propre tableau. J'ai donc commencé par enquêter sur Rudolf Mosse lui-même. Ici, vous voyez son portrait. Rudolf Mosse était un éditeur et un collectionneur d'art juif allemand qui avait construit un empire de journaux à Berlin basé sur l'industrie publicitaire. Le fleuron de la maison édition était le quotidien Berliner Tageblatt, une voix libérale dans l'Empire qui devient rapidement l'un des journaux en langue allemande les plus lus à l'étranger. Vers la fin de la République Weimar, la maison d'édition Mosse s'écroule. Sous la direction du gendre Hans Lachmann Mosse, les dettes augmentèrent tellement que l'entreprise dut déclarer faillite en septembre 1932. La crise économique mondiale et l'orientation du contenu du Berliner Tageblatt, qui s'est explicitement tourné contre l'esprit antidémocratique et antisémite de la droite allemande, en sont les causes. Dans le quotidien nazi, le Völkischer Beobachter, la famille Mosse fut insultée en tant que, je cite, « juif de la presse nuisible à la population ». Fin citation. Sous le national-socialisme naissant, aucune procédure de faillite équitable n'était possible pour la famille juive. Après l'arrivée au pouvoir de NSDAP le 31 janvier 1933, la persécution de Hans Lachmann Mosse et son épouse Félicia commença immédiatement. Oh, voilà. Leur maison fut attaquée par les ordres de la SA, qui, menacés de violence, les ont forcés à convertir tous leurs biens en fondations. Le protocole que je trouvais faisait état d'un pistolet chargé sur la table pendant la négociation du traité fondateur. Cette fondation devait administrer la société commerciale Rudolf Mosse et satisfaire les créances des créanciers. En fait, ce processus doit être compris comme une quasi-aliénation, puisque Hans Lachmann Mosse a dû céder la direction de l'entreprise au conseil de direction de la fondation liée au parti. Céder
la direction de l'entreprise, au conseil de direction de la fondation liée au parti nazi par procuration générale le 15 avril 1933. Alors très très tôt. Après la signature de l'acte, les époux ont été contraints de quitter l'Allemagne. Leurs biens en Allemagne, maisons d'édition, terrains, biens immobiliers, furent saisis. Le 29 mai 1934, la collection d'art fut mise aux enchères à la maison de vente aux enchères Rudolf Lepke à Berlin, sans que la famille ne reçoive le produit de la liquidation. Ici, vous pouvez voir le magnifique hôtel de ville sur la Leipziger Platz, où Mosse conservait sa grande collection d'art. Avant 1933, ce palais était ouvert au public. C'était un des premiers musées privés de Berlin. Après la guerre, sur la base de la loi fédérale sur l'indemnisation, le Bundesrückerstattungsgesetz, les biens dans les secteurs de l'Allemagne et de l'Ouest furent restitués à la famille. Donc on a reconnu ce faux. Après la chute du mur de Berlin, sur la base de la loi sur le règlement des questions de propriété ouverte, Regelung offener Vermögensfragen, des biens dans l'ancienne région de la R2A furent également restitués. Seules les œuvres d'art et les meubles n'ont pas été pris en compte à l'époque. Tous ces détails historiques, j'ai dû les reconstituer après avoir reçu la lettre de l'avocat. Et comme la Kunsthalle ignorait au moment de la réception de la lettre que Scholastica appartenait autrefois à Rudolf Mosse, la question se posait avant tout, notre tableau est-il vraiment identique avec celui qui appartenait à Mosse? Je souhaite vous montrer maintenant comment j'ai procédé pour écrire la biographie de l'œuvre en question. Fondamentalement, la recherche commence toujours par l'inspection du verso du tableau, car les autocollants ou les lettres fournissent des informations sur l'ancien propriétaire ou sur l'historique de l'exposition, qui renvoient ensuite au catalogue, qui peuvent être consultés pour obtenir des informations complémentaires. Comme vous pouvez constater, vous ne voyez rien sur notre tableau, que le titre écrit à la main par l'artiste et l'étiquette inventaire de la Kunsthalle de Karlsruhe. Alors croyez-moi, c'est le petit étiquette à gauche en bas. La deuxième étape consiste à vérifier l'inventaire. Chaque œuvre d'art reprise par le musée recevait auparavant une fiche d'inventaire sur laquelle étaient inscrites toutes les informations connues sur l'œuvre au moment où la collection a été reçue. Aujourd'hui, nous travaillons avec une base de données correspondante. Sous les rubriques « Propriétaire précédent » et « Origine » que j'ai marquées avec les flèches rouges, certaines stations de provenance étaient mentionnées. Nous avons acheté l'œuvre à la galerie Neumeister de Munich, que vous pourriez voir en haut, en 1969. Et à un moment antérieur, inconnu, l'œuvre a été dans la possession de Dr. Arthur Ebering de Magdebourg, mentionné dans la même ligne. Une notice supplémentaire renvoyait à un éditeur Decker. Et je cite et traduis les inscriptions du flèche rouge en bas. D'après Kern, littérature, dans la collection de l'éditeur berlinois Decker et son fils R. von Decker, Château Dittersbach, Silesia. Fin citation. C'était irritant pour moi quand j'ai lu ça, car bien qu'un éditeur berlinois soit mentionné ici, il ne s'agissait pas de Rudolf Mosse. J'ai donc cherché la publication de ce Kern en citation et j'ai lu ce que l'auteur avait écrit. Il n'écrivait que de manière imprécise sur Gorge de Zubiaco et a transmis la propriété de l'éditeur Decker.
J'ai ensuite fait une comparaison avec le catalogue raisonné de Blechen et il s'est avéré que les informations sur notre fiche d'inventaire étaient incorrectes. Quelque chose comme ça peut arriver. Blechen a peint plusieurs fois le motif du monastère de la gorge Subiaco. Et le tableau, qui appartenait autrefois à l'éditeur Decker, se trouve maintenant à Von der Heydt Musée à Wuppertal. Ici, vous le voyez. Mais où était notre tableau? La publication centrale Deutscher Bildersaal, Verzeichnis der in Deutschland vorhandenen Gemälde, donc c'est un livre qui mentionne toutes les œuvres connues dans les galeries allemandes, écrit en 1863 par Gustav Partey, mentionne les deux versions du tableau. Une fois, Santa Scholastica près de Subiaco dans la collection Decker, et deuxième fois, Santa Scholastica près de Subiaco, vue du fond de la gorge, dans la possession de Karl Ludwig Kutz. C'était un pharmacien. La collection Kutz a été mise aux enchères en 1898. Et je peux donc affirmer que notre tableau a été à l'origine dans la collection Kutz, au moins pendant la période entre 1863 et 1898. Ici, vous voyez le catalogue, et c'est bien le troisième entrée. Là, vous voyez les mentions de notre tableau, et aussi les dimensions sont identiques. Et la petite description que vous pourriez lire là-dessus décrit vraiment notre tableau et pas celle-ci de Wuppertal. Dans cette vente aux enchères, Rudolf Mosse acquit l'œuvre. Et précisément, c'était l'époque où il était en train de constituer sa collection. En 1934, le tableau a été mis aux enchères à nouveau. Et comme vous avez déjà entendu, il s'agissait là d'une vente forcée de l'ensemble de la collection Mosse. Voilà, c'est le catalogue. Et vous voyez ici, en fait, c'est pas le dernier, mais avant le dernier, c'est le Karl Blechen. Avant, de nouveau, vous avez une description et les dimensions. Et vous voyez que ce catalogue est annoté. C'est peut-être quelque chose d'intéressant pour vous, juste pour comprendre comment une telle auction, une telle vente a eu lieu autrefois. Même aujourd'hui, ça s'est toujours fait. À gauche, vous voyez une chiffre qui dit le prix estimé minimal. Alors, le prix qui doit être au moins payé. Et à droite, vous voyez le prix qui a été payé. Et dans ce cas-là, vous voyez que l'œuvre a été vendue même sous le prix minimal estimé. Donc, c'est déjà un peu délicat, mais c'est quelque chose qui était passé très, très souvent dans les ventes aux enchères des collectionneurs juifs. Mais qu'est-ce que c'est arrivé avec notre tableau après? J'avais les dates clés. 1934, vente aux enchères de la collection Mosse, et 1968, vente aux enchères au Kunsthaus Weinmüller à Munich, comme c'est inscrit sur notre fiche d'inventaire. La vérification des documents commerciaux en ligne de la galerie Heinemann de Munich m'a maintenant aidé par la suite. Ici, vous voyez une capture d'écran de cette base de données des archives qui était établie au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg. Ce qui est particulièrement agréable sur ce site web, c'est que tous les documents d'archives sont disponibles sous forme d'originaux. Vous pouvez voir à partir de ces fonds d'archives comment le travail dans la galerie s'est déroulé. Sur la côté gauche ici, sous l'image, vous trouvez les différents index des fiches qui peuvent être consultées à propos de ce tableau. La première est la page du livre de stock. Voilà. Ici sont inscrits le titre, la date et le nom de l'expéditeur des œuvres qui sont
Entrez dans la galerie. À la deuxième position sur cette page du 14 février 1938, vous pouvez lire « Professeur Kern Berlin, Blechen, Cloître Scholastica, prix pour 6000 Reichsmark ». Non, mais j'ai eu la citation en allemand et j'étais là, en fait, je fais la traduction tout à l'heure, c'est la raison pourquoi j'ai bégayé autant. Guido Joseph Kern, c'était le conservateur de la Nouvelle Nationale Galerie à Berlin. Il s'est ensuite lancé en affaires comme marchand d'art et comme vous l'avez appris dans l'introduction, il a écrit une monographie sur l'artiste Blechen. En tant que spécialiste de cet artiste, il s'est ensuite lancé dans le commerce de tableaux de Blechen et on peut donc supposer que ce Kern a acquis le tableau lors de la vente aux enchères de Mosse et l'a revendu 4 ans plus tard à Munich, à la galerie Heinemann. Ensuite, je vous montre le dossier de l'acheteur et le dossier des tableaux vendus. Vous pouvez voir ici quand, à qui et à quel prix l'œuvre a été revendue. Et c'était notamment Dr Arthur Ebering de Magdebourg. Vous voyez ça sur le carton vertical. Et ça s'est passé le 28 mars 1938. Dans le dossier d'acheteur, c'est l'autre papier. Vous pouvez voir l'ensemble des acquisitions que Ebering a fait dans la galerie Heinemann. Le Blechen, c'est la dernière position. Il semble d'avoir acheté régulièrement, et les tableaux de Feuerbach et Haider, qui sont aussi mentionnés ici, suggèrent qu'il était un ami de l'art allemand du XIXe siècle. La dernière information, comme je l'ai déjà dit, que vous lisez sur cette carte, c'est la position de Blechen. Il a acheté pour 8000 Reichsmark. Et alors, c'est la preuve que Scholastica était dans sa possession depuis 1938. Une dernière fiche d'index indique des notes sur les œuvres d'art du livre d'achat. Et c'est ici que la provenance Mosse est mentionnée pour la première fois pendant ma recherche hors du catalogue. Pour savoir combien de temps Ebering a été propriétaire du tableau, j'ai dû me rendre à Berlin. Paul Ortwin Rave, successeur de Guido Kern, comme conservateur à la Neue Nationalgalerie de Berlin, a rédigé également un catalogue raisonné sur Blechen en 1940. Dans la perspective d'une telle publication, il est d'usage de demander aux collectionneurs privés de déclarer leurs biens par le biais d'une annonce ou directement. La correspondance de Rave de l'époque a été conservée dans les archives centrales des musées de Berlin et vous pouvez voir ici, voilà, que Ebering était encore en possession de notre tableau. Alors ce que vous pourriez lire là, il mentionne 2 œuvres dans sa possession peintes par Karl Blechen et la deuxième position c'est Scholastica et la date 1939 vous trouvez dans la 3e ligne du haut. Alors au moins un an de sûr. La station suivante fut la vente aux enchères du tableau dans la maison de vente aux enchères Adolf Weinmüller en 1968. Donc, encore une fois, une lacune d'information de 29 ans. Comme on le sait à plusieurs reprises dans la presse, les catalogues annotés de Weinmüller ont été trouvés en 2013. Ce catalogue mentionne à la fois les noms des dépositeurs et des acheteurs. Une majeure partie de cette précieuse collection, il s'agit de 93 catalogues entre 1933 et 1945, a été déjà publiée et consultable sur le site www.lostart.de. Cette récente vente de 1968 n'y est pas encore inclus. Mais une demande directe à la maison de vente aux enchères Weinmüller a été répondue amicalement et j'ai donc reçu ce scan.
Vous voyez ici une des pages annotées où seule l'entrée de la peinture de Blechen Scholastica est reconnaissable. Apparemment, l'œuvre était dans les mains de Arthur Ebering jusqu'à la vente aux enchères à cette date. Alors c'est la troisième position, j'espère que c'est lisible. Ah oui. Derrière le numéro L'acheteur, à gauche, 469, se cache la galerie Neumeister, à laquelle notre musée a finalement acheté notre tableau. S'y joint aussi l'image de notre tableau de la partie illustration catalogue, c'était alors le bon. Vous voyez quelle histoire émouvante sur l'origine d'une œuvre d'art peuvent se cacher derrière les entrées courtes et discrètes d'un catalogue. Là, vous voyez la biographie entière du Scholastica peint par Karl Blechen. Munis de cette reconstruction de la provenance du tableau, nous avons approché les avocats et les avons informés que notre souhait de restituer l'œuvre. En même temps, la possibilité d'un rachat pour le musée a été évoquée. La réponse de la famille Mosse et ses avocats était que le transfert de propriété devait avoir lieu immédiatement, mais le tableau pouvait rester au musée encore 18 mois en prêt. Après quoi, il devait être décidé si un rachat serait possible. Durant cette période, nous avons été autorisés, sur demande, à réaliser une exposition sur l'œuvre et son histoire, commémorant et honorant ainsi l'ancien propriétaire juif, Rudolf Mosse, tout aussi en motivant des potentiels sponsors et mécènes susceptibles de fournir un soutien financier en cas de rachat éventuel de l'œuvre. Je vous donne ici un petit aperçu de mon exposition. Alors ça, c'est l'entrée. Vous connaissez déjà la photo de M. Mosse. Et nous avons, alors le titre, c'est Prêt généreux, parce que c'était exceptionnel qu'une œuvre qui n'est pas dans notre possession et qui est entrée plus ou moins par vol, même si le musée était non informé de ça, peut rester encore comme prêt de la famille juive qui était le bon propriétaire. Une autre petite vue. Là, vous voyez, moi, j'ai trouvé un joli portrait de Mosse peint par Lembrook à la gauche et les autres images que vous avez ici dans l'exposition. Alors, en fait, moi, j'ai montré tout ce que j'ai montré à vous tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui était dans la salle d'exposition. Alors, l'œuvre au centre, il y avait aussi un film sur la vie de la famille Mosse. Et puis, j'ai montré tous ces documents que je vous ai montrés tout à l'heure en original dans les vitrines. Des discussions intenses avec les représentants des héritiers et leurs avocats ont eu lieu par la suite. Des experts ont évalué l'œuvre et le prix ont été discutés. En juin 2016, finalement, il a été décidé que le tableau pourrait être racheté par la Kunsthalle et avec l'aide de la Museumsstiftung du Land Baden-Württemberg et 2 autres fondations, nous avons pu réunir les fonds nécessaires. Je vous montre ici quelques photos de la cérémonie et de la réintégration de l'œuvre dans notre collection. Et les ayants droit de la famille Mosse sont venus des États-Unis. Et ils étaient particulièrement heureux de cette exposition. Mais puis, c'était vraiment une cérémonie très festivieuse. Alors, l'héritier de la famille Mosse, c'est le monsieur qui, avec le grand sourire. Et là, il y a certains représentants, alors des politiciens et représentants des fondations qui nous avons aidés de générer les fonds. La femme en noir, c'est ma directrice et il y a aussi moi. Et ici, c'est le conservateur de l'époque qui est avec le restaurateur ensemble, est en train d'intégrer l'œuvre dans la collection permanente. Et maintenant, nous exposons cette œuvre
maintenant et pour toujours, avec une étiquette qui raconte l'histoire de l'œuvre et aussi de la famille Mosse. Dans le cadre de mes recherches approfondies, j'ai découvert 2 autres tableaux du catalogue de la vente aux enchères Lepke se trouvant dans les collections publiques. C'est un peu un hasard. J'ai respectivement contacté les directeurs des musées en question, M. Mückheim de Worms et M. Fehlmann de Winterthur en Suisse. Je les ai exposés les contextes de la vente forcée. Je les ai donné mon dossier recherche sur Mosse. Ils ont ensuite approché les avocats de manière proactive afin de trouver leur propre solution pour les objets et les héritiers étaient très reconnaissants. Ce travail très réussi avec le catalogue a été l'une des impulsions qui ont conduit à un projet de recherche unique au monde dans le domaine de la recherche de provenance. Un projet financier à part, égal par les héritiers et des fonds publics. Cet projet qui tente actuellement, grâce à la source du catalogue, de reconstruire la collection Mosse. Ce projet, s'appelant MARI, Mosse Art Restitution Initiative, est attaché à la Freie Université de Berlin. L'idée est née au cours de négociations entre ma patronne, moi-même et les avocats de la famille Mosse. Ces derniers avaient en fait au début l'intention de concentrer les œuvres récupérées de la collection Mosse des musées allemands à une vente concentrée et le vendre aux enchères de la manière spectaculaire au plus offrant. Mes recherches nous ont ensuite permis de leur montrer qu'il serait possible de reconstituer la collection Mosse avec une source aussi riche que ce catalogue annoté et que la famille Mosse recevrait davantage des honneurs, beaucoup plus que dans une nouvelle vente aux enchères. Depuis lors, les ayants droit de Mosse demandent au musée allemand s'ils souhaitent racheter les objets au prix actuel du marché quand ils trouvent un objet dans la collection. J'espère vivement qu'il sera ainsi possible de retrouver et de restituer rapidement les œuvres d'art de la collection Mosse qui sont dispersées dans le monde entier ou, comme dans notre cas, de les acheter légalement pour la collection permanente de musée. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Il y a quelqu'un. Merci. Ok. Pardonnez-moi aussi, moi je ne suis pas francophone d'origine, donc on va avoir un peu d'accent. Donc aussi, pardonnez-moi mon indiscrétion, mais le tableau acheté de la famille, Oui. c'était combien la quantité, si c'est possible à savoir? Vous me demandez le prix que le musée a payé à la famille? Oui. Alors, je n'ai pas le droit de vous dire le prix exact, Okay. mais je peux vous dire, alors si vous évaluez des prix, vous voyez toujours, alors tous les musées ont je ne sais pas si tout, mais notre musée a la possibilité de voir tous les résultats des ventes aux enchères des dernières années, alors je ne sais pas, des dernières 100 années. Ils sont mis en ligne, c'est Artnet par exemple, c'est un des sites, il fallait payer pour y avoir accès, mais vous pourriez comparer sur quel prix les œuvres de Blechen d'une telle taille et d'une telle qualité ont été vendues. Et nous avons réalisé nous avons regardé, nous avons fait une proposition. Et on a demandé à 3 experts du Blechen de nous écrire. Alors, c'était un expert de Blechen, et puis on a demandé à un expert de Christie's et un autre de Sotheby's de nous estimer l'œuvre
et ils ont fait des propositions et c'était tout plus ou moins le même prix, assez haute. Et nous avons décidé de payer le plus haut. Alors c'était la différence. Je regrette que je n'ai pas le droit de vous dire le prix, mais c'est un peu la politique de la maison. Ne t'inquiète pas, c'est très gentil. Bonsoir. Je voudrais savoir si, à votre connaissance, il y a eu d'autres expositions mettant en valeur un collectionneur qui a été spolié en Allemagne dans ce type de contexte de restitution. En fait, c'est quelque chose qui commence à être réalisé parce que dans les années dernières, la quantité des chercheurs sur la provenance des œuvres d'art est augmentée beaucoup en Allemagne. Il y a un centre, le Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, alors le centre allemand pour les pertes culturelles, c'est probablement une façon de traduction, qui, si un musée souhaite rechercher ses collections, offre de soutenir avec des finances. Alors, par exemple, quand moi j'ai commencé, maintenant moi j'ai un poste fixe, mais quand j'ai commencé de travailler pour le musée de Karlsruhe, c'était une cofinancement. 50% a été payé par le musée et 50% a été payé par cet centre. Alors, on a la possibilité en Allemagne de demander des soutiens financiers. Moi, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec cette histoire, mais moi, j'ai réalisé plusieurs expositions, je le fais régulièrement. Ici, par exemple, c'est aussi un cas, ça c'est le cas de 80 estampes expressionnistes que moi j'ai trouvées dans notre collection. Et moi, avec une grande recherche, moi j'ai réalisé que c'était quelque chose qui était entré dans le musée dans les années 40. Et c'était avant, c'était venu d'une spoliation d'un monsieur qui a quitté le pays pour États-Unis. Et après la guerre, comme c'était une immigration. Et il était bien. Il a contacté le musée. Il a dit, alors, toute ma collection a été spoliée. Et moi, j'ai appris que vous avez une partie dans votre collection. Et à l'époque, on a rendu tout ce qu'on a pu trouver à ce monsieur. Mais en 2016, moi, j'ai réalisé qu'on a perdu ces 80 estampes. Et c'était possible parce qu'il était dans les fichiers et c'était mal inventorié. En général, nous avons entendu de trouver l'inventarisation de ces œuvres à l'inventaire des cabinets des estampes. Mais comme c'était dans les fichiers, très joli, je ne sais pas pourquoi, après la guerre, on a fait une inventarisation dans l'inventaire de la bibliothèque. Et c'est la raison pourquoi cette partie a été oubliée. Et moi, j'ai fait des recherches pour trouver les ayants droit. Et je l'ai trouvé à Israël. C'était la nièce de ce monsieur, la dernière femme de la famille. Elle a eu 98 ans. Elle a vécu dans un kibbutz. Et nous avons contacté en disant, nous possédons vos œuvres. Alors, est-ce que vous voulez les avoir ? Et ils ont négocié et demandé, alors aussi comme prix marché actuel. Non, elle ne voulait pas les avoir parce qu'elle a dit, en fait, d'abord, ce n'est pas vraiment l'endroit. Alors, un kibbutz n'est pas très bien pour avoir beaucoup des œuvres d'art. Deuxièmement, elle a dit, mais ils abîment ici parce qu'il fait chaud et je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de place. Donc, nous avons fait autre proposition. Peut-être vous voulez faire une donation à un musée à Israël ou qu'est-ce que vous souhaitez? Et finalement, nous avons eu la possibilité de les racheter. Donc, nous avons payé le prix actuel, même un peu plus haut, parce que c'était exceptionnel que ces fichiers étaient entiers. Et puis, nous avons, encore une fois, j'ai fait une exposition
que je vous montre ici, là, vous voyez, c'est un peu pas, c'est comparable à la première. C'est toujours la même salle. C'est mon salle. Et ici, vous voyez tous les estampes. Pas tout. Moi, j'ai fait une sélection des meilleurs. Et ça, c'est la salle. Voilà. Alors, on peut jouer avec ça. Et les ayants droit étaient très touchés. Ils sont même venus d'Israël pour visiter l'exposition. Pas la vieille dame, mais moi, j'ai eu une longue... je lui ai envoyé des photos historiques que j'ai trouvées pendant ma recherche. Et elle m'a répondu qu'elle garde ces photos avec les photos de ce petit enfant et le col sur le frigo. C'était des photographies de son oncle que j'ai trouvées, alors le photo de mariage. Oui, et son fils a fait ses vacances en Forêt Noire, qui est près de chez Karlsruhe, pour visiter cette exposition. Donc c'était vraiment très réussi, je dirais. Mais ça, c'est un cas sans avocat. C'est quelque chose qui était vraiment, beaucoup de joie. Joie? Merci. Pardon, excusez-moi. Oui, merci Tessa. Donc on voit bien que ce sont des histoires très riches. Donc je vous passe la parole. Oui, j'ai été frappé par le fait que les maisons de vente diffusent leurs données, sont facilement accessibles. Est-ce que cette mise à disposition des données est une obligation qui leur est faite? Est-ce que les maisons de vente ont l'obligation de rendre accessibles les données de leur activité? Non, c'est volontaire de leur part. En fait, la galerie Heinemann n'existe plus. Et la succession de cette galerie est entrée dans les archives de Nuremberg. Et cette archive, il s'appelle Deutsches Kunstarchiv, alors archive allemand de l'art. Ils ont juste lancé ce projet en se disant, mais c'est un enfant aussi riche qui peut aider beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet. Et donc, ils ont digitalisé et mis en ligne tous ces documents, qui est pas du tout force. C'est une décision de l'archive. Et c'est aussi une question, alors, de la galerie Heinemann n'existe plus pendant déjà beaucoup des années. Donc, il y a des lois d'archives à partir de quel moment vous avez la possibilité de publier tout cela. Oui. Mais il y a personne qui comme les galeries sont des institutions privées, il n'y a personne qui peut ordonner de mettre en ligne leurs matériaux. Enfin, vous avez quand même eu finalement beaucoup de chance que ce soit cette galerie-là qui était à la manœuvre. Oui. Oui, merci beaucoup pour cette intervention, parce que justement, je voulais moi-même aussi revenir sur les sources que tu as montrées. Peut-être juste revenir 2 secondes sur le portail, puisque voilà, c'est aussi un séminaire de formation, notamment pour les étudiants de l'INP. Donc, je pense que c'est très important de retenir Heinemann, tu vois. C'est important de retenir ces bases de données, même si parfois l'allemand peut faire un peu peur, mais c'est vrai que c'est une base qu'il faut retenir, qui est extrêmement riche, puisque Heinemann a quand même été très actif pendant les années 30. Donc, si vous faites la recherche de provenance, voilà, je pense que c'est pas exceptionnel en fait de trouver des traces dans cette base. Et alors, ce qui est aussi extrêmement formidable, comme tu l'as mentionné, c'est que on a accès directement aux archives, c'est-à-dire aux documents d'origine, ce qui est très rare, parce que souvent les bases montrent des petits résumés. On connaît ça avec, par exemple, la base de Rosevalent, mais aussi en raison des différentes lois d'archives dans les différents pays, on n'a pas toujours facilement accès aux documents d'origine. Et donc là, c'est vraiment exemplaire la manière comme ça a été c'est montré, et pour la recherche, voilà, un outil très très riche. Mais je passe la parole s'il y a d'autres questions. Oui. Merci. Je souhaiterais savoir si vous connaissez un cas d'une œuvre qui a été retrouvée chez un particulier et comment ça s'est résolu ou pas du tout. Comment ça...
qu'est-ce que s'est passé? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Alors, S'il y a une œuvre qui appartenait à une collection qui était spoliée et qui a été achetée, donc qui a passé par des mains, mais on sait qu'à un moment donné dans l'histoire de cette œuvre, l'achat, il n'était pas correct. Et ensuite que ceci a été identifié, comment ce problème il a été résolu? oui, j'ai montré un cas tout à l'heure. Ou est-ce que j'ai mal compris? Non, ma question, parce que vous êtes une institution publique, donc vous avez la bonne volonté pour résoudre un problème comme cela, mais... Oui. Alors, en fait, c'est comme vous savez, c'est pas obligatoire. Ce ne sont pas les lois, mais la déclaration de Washington et aussi la Handreichung, ce sont des manuels qui ont établi pour les institutions publiques. En fait, c'est l'Allemagne qui a décidé, qui a accepté que le deuxième, qu'elle doit faire quelque chose parce que eux, ils ont commencé la guerre. Donc, ils ont décidé de faire le plus que possible. L'État n'a pas la possibilité de demander aux particuliers de le faire. Mais ce centre que j'ai évoqué, le Centre allemand Deutsches Kulturgutverluste, eux, maintenant, ils commencent aussi de soutenir les collectionneurs privés si ils souhaitent d'avoir quelqu'un qui leur aide de vérifier leur propriété. Et j'ai une idée dans la tête où c'était quelqu'un qui les paye lui-même. C'est le collectionneur Willy Hahn de Munich. C'était un grand collectionneur. Il avait beaucoup de Kokoschka, par exemple. Et lui, il a décidé finalement de charger quelqu'un de son propre monnaie, sans être soutenu et assez tôt, pour vérifier sa collection. Donc, il y a quelques-uns qui le font. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, merci. Alors, je pense aussi ce qui est important peut-être à retenir en donnant cet exemple, c'est que souvent, je pense la première réaction d'un musée ou d'une institution, c'est toujours un petit peu, pas forcément la peur, mais la question, voilà, est-ce qu'il faut se séparer de l'œuvre, etc. Et je pense que justement l'exemple que tu as montré avec l'exposition que vous avez montée à Karlsruhe montre que finalement la transparence aide aussi non seulement au dialogue, parce qu'on a bien vu ici, il y a une autre solution qui a été trouvée au lieu de que je dirais le marché de l'art actuel en profite à fond. C'était finalement un accord entre les ayants droit et les institutions. Bien sûr, il y a toujours question d'argent, évidemment, que ça c'est normal que la famille reçoit quand même une valeur correspondante. Mais je pense que cette transparence est extrêmement importante et elle est aussi importante, justement, puisque tu cites l'exemple de ce collectionneur privé, pour valoriser finalement une collection même privée. Alors, parce qu'on en a parlé l'autre jour avec la collègue qui s'occupe de la recherche de provenance à Berne, donc qui viendra en mois de mai. Et ils sont très actifs aussi au sein de leur musée. Ils sont en train de vérifier plusieurs donations qui sont au sein de leur musée, notamment pour valoriser aussi cette collection. C'est-à-dire, si on regarde à long terme, une bonne recherche de provenance ajoute une valeur aussi à la collection, qu'elle soit privée ou institutionnelle. Donc je pense que ça, il faut aussi garder en tête que même si sur le coup, voilà, ça peut être très conflictuel, mais je pense qu'à long terme, ça valorise toute collection et même un privé qui a une collection un peu douteuse, il a plutôt intérêt peut-être de regarder bien les provenances si un jour il veut vraiment avoir une collection avec une grande valeur et peut-être aussi qui sera transmissible après pour les héritiers, etc. Oui. Je peux ajouter quelque chose. Alors, si une telle œuvre avec une provenance entière va aux enchères ou vente aux enchères, maintenant, vous avez un prix plus haut, plus évalué, parce que l'acheteur potentiel, il n'a rien à craindre. Donc, c'est aussi une valeur qui ajoute, comme Inès a dit, aux valeurs générales de l'œuvre. Je vais revenir un peu à ma question de tout à l'heure sur l'accès aux données. Vous avez un cas qui est
finalement, on va dire presque germano-allemand d'une œuvre qui était en Allemagne et qui est restée en Allemagne. Mais à contrario, il y a beaucoup d'œuvres qui étaient en France, qui ont été spoliées, vendues et qui sont allées en Allemagne. Toutes ne sont pas revenues. On sait que certaines sont revenues et n'ont pas retrouvé leur propriétaire. Est-ce que vous avez des cas de figure où vous avez dans des enquêtes on a transité par les ventes en France pour retrouver l'origine de l'œuvre et où on a forcément buté sur le manque de transparence des maisons de vente françaises pendant cette période? Je ne sais pas si ma question est... Non, alors, dans les archives, vous trouvez beaucoup des catalogues annotés. Par exemple, tous les catalogues Drouot sont accessibles si vous allez aux archives de Drouot et vous demandez voir les catalogues tôt. Il y a beaucoup qui sont annotés et c'est possible de le regarder. Et c'est un service qui est donné par Drouot, mais ce n'est pas obligatoire, il le fait. Donc, je pense que c'est un peu... Ça dépend. Il y a plusieurs qui le font. Et j'espère que je réponds bien à votre question. En fait, pendant l'année de l'occupation, Drouot était presque la seule maison de vente ici qui était active. Et si vous voulez, si ça vous intéresse, alors il fallait toujours regarder les protocoles, les minutes des commissaires-priseurs qui se trouvent aux archives de Paris. Alors là, vous pourriez aussi reconstruire qui a vendu et qui a acheté une œuvre de la plupart de ces ventes. Oui, si je peux me permettre de compléter un petit peu. Alors justement pour les catalogues de vente, non seulement ils sont disponibles à Drouot, mais ils sont aussi également disponibles, notamment le fonds qu'on a nous à l'INHA, à la bibliothèque de l'INHA, qui sont numérisés, donc ils sont accessibles en digital. Alors ça c'est peut-être pas toujours connu, donc il suffit d'aller sur le site de l'INHA, sur la rubrique bibliothèque numérique, et vous trouvez la plupart, enfin en tout cas le fond des catalogues de vente Drouot qui sont ici à la bibliothèque de l'INHA sous format digital. Donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec les collègues français, d'essayer de rendre plus accessibles les informations. Et peut-être pour vous donner un exemple, c'était la première conférence que j'avais donnée dans ce cycle et qui portait sur un tableau de couture. Et donc là, c'était justement un exemple, la boîte question, un tableau qui a été acheté par Gurlitt. Enfin, c'est pas exactement si c'était pendant la période de l'occupation, mais en tout cas en accord ou en collaboration avec un collègue, un marchand français, Raphaël Gérard. Et donc ça, c'était un exemple qui a été trouvé dans la collection du fils Hildebrand Gurlitt à Munich et qui a été récemment restitué au début de l'année aux ayants droit de la famille de Georges Mandel. Donc il y a des exemples déjà qui existent. Mais je vous passe la parole parce que je pense que c'est aussi en lien avec la question. Merci. Est-ce que l'ensemble des musées allemands ont répertorié les œuvres qui pourraient potentiellement être restituées ou qui sont sujets à caution? Et autre question, est-ce que les musées français ont fait la même chose, notamment le Louvre? Il y a eu un article dans le Figaro récemment sur la collection d'Orville, je crois. Il y a une douzaine d'œuvres qui appartiennent au Louvre. Doucement, un après l'autre, s'il vous plaît. Pardon? Oui, c'est trop pour moi de comprendre tout cela. Ma question, je vais essayer d'être... alors, commencez encore une fois avec la première question. Est-ce que les musées allemands, l'ensemble des musées nationaux allemands ou fédéraux, ont répertorié les œuvres litigieuses de provenance inconnue? En fait, il existe ce site que j'ai déjà mentionné, Lost Art, et c'est un site qui était établi par l'État. Et toujours, si un musée allemand a un cas avec une grande lacune qui semble avoir une histoire problématique, les chercheurs de provenance doivent faire une entrée dans cette base. Donc, si par exemple, dans notre musée, je trouve une œuvre avec une provenance douteuse, je le publie là-bas. Et si jamais un avocat ou un ayant droit est à la recherche de cette œuvre, il peut le trouver.
Et ça marche aussi à l'inverse. Alors, si un propriétaire privé sait que sa famille a été spoliée dans les années 30-40, et il a des sources qui mentionnent les œuvres qui ont été spoliées, il peut aussi les publier sur ce site. Donc, les musées peuvent aussi voir si une œuvre dans leur collection est cherchée par quelqu'un. Et je ne sais pas si les musées français font la même chose, mais c'est peut-être une réponse à donner à toi. Oui, alors pour les... J'étais à Hambourg il y a 2 semaines et le musée d'Hambourg a mis tout en évidence des œuvres qui ignoraient l'origine et qui étaient soupçonnées d'être acquises de manière un peu douteuse dans cette période-là. Donc c'était des œuvres qui étaient mises en évidence avec des grandes flèches rouges en demandant s'il y avait des personnes qui avaient des renseignements sur ces œuvres-là. Oui, et peut-être pour la France, bon après je penserai la parole à David, que je vois ici à mes côtés, mais pour la France, il y a quand même le site Rosevalent, donc en tout cas ça concerne les fameuses MNR, donc le Musée national de récupération, les 2000 œuvres que la France a récupérées après la guerre, et donc on ignore la provenance. Donc là, il y a quand même toute une recherche qui est visible, accessible sur le site Rosevalent, avec les annotations, les documents, enfin, donc, en tout cas, les documents sont cités pour reconstruire l'historique si c'est possible. Donc il y a beaucoup de recherches en cours. Il y a comme le Louvre qui a mis en place une salle aussi pour montrer certaines de ces MNR en expliquant la complexité de l'histoire. Et je ne sais pas, par rapport à D'Orville, est-ce que tu veux prendre la parole, David, pour... C'est compliqué parce que c'est quand même... Enfin, d'après ce que j'ai compris, ce sont des dossiers difficiles et l'enquête est en cours. Oui, pardon. Donc David Zivy au ministère de la Culture. Je vais pas rentrer dans le détail de ce dossier de D'Orville parce que c'est un dossier qui va sans doute être justement travaillé bien maintenant, comme le disait l'article, ou dans quelques semaines, puisque c'est en effet simplement ce qu'on sait, c'est que il y a des œuvres de cette collection il y a un MNR qui vient de cette collection, il y a des œuvres qui ont été achetées par les musées nationaux pendant la guerre dans cette vente, il y a des œuvres trouvées chez Gurlitt aussi qui viennent de la même vente, et donc c'est un dossier qui va arriver. Ce que je voulais juste compléter sur la question de la recherche, du passage en revue des œuvres douteuses. Donc, comme l'a dit... Pardon, comme l'a dit Inès, il y a les MNR et l'ambition de l'État et du ministère de la Culture avec la CIVES, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, c'est aussi de commencer les recherches qui n'ont pas été faites, c'est vrai, sur les collections permanentes, sur les œuvres des collections nationales. C'est un travail évidemment assez titanesque, mais nous allons le lancer aussi donc en priorisant, en passant en revue un certain nombre d'œuvres, celles dont on peut comprendre qu'elles sont les plus douteuses. Voilà, la période 33-45 d'un certain nombre d'œuvres entrées dans les collections, donc soit celles de la guerre, soit entrées pendant la guerre, soit entrées après la guerre à certaines périodes, et peu à peu, il faut le faire sur l'ensemble des œuvres comme le font un certain nombre de musées en Allemagne, aux États-Unis et dans d'autres pays, mais c'est évidemment une tâche immense. Merci. D'autres questions? Oui. Bon, je reste ici, c'est pratique, je reste. Une autre question. Peut-être dans ce cas, parce que c'était des avocats américains, ils sont demandés de faire le procès dans une cour allemande ou dans une cour américaine, ou comment ça se passe? On n'a pas eu un procès. Comme le musée était... Alors, le musée il ignorait la provenance Mosse quand la lettre est arrivée. Puis j'ai fait ma recherche, et puis nous avons contacté et nous avons dit, nous restituons l'œuvre. Donc il n'y avait aucun procès. Nous avons fait un contrat, et le contrat a changé la propriété. Donc nous avons eu l'œuvre dans nos salles, mais nous n'étions plus les propriétaires. Donc c'était les ayants droit. Et après, on a écrit des lettres, on s'est rencontrés, on a discuté avec les avocats comment faire, et ils ont accepté que nous rachetons l'œuvre. Et c'était un peu, comme je dis à la fin, c'était pas leur intention au début.
il voulait au début, il fallait dire que les héritiers de la collection Mosse, ce sont 3 parties différentes. Alors c'est une université, une fondation et une personne. Donc il y a 3 intérêts différents. Probablement la université était très intéressée de faire un grand prix, le prix maximum pour, je ne sais pas, alors je ne sais pas, pour acheter des livres pour la bibliothèque ou n'importe. La fondation, je ne sais pas, qu'est-ce qu'eux ils veulent, et la personne privée ne peut pas garder tous ces 500 œuvres d'art qui se trouvent dans le catalogue. Donc, c'est la raison pourquoi ils voulaient négocier avant de faire une décision si l'œuvre peut être chez nous, mais on n'a eu jamais un procès devant un cours. Donc, normalement, si un particulier trouve que cette œuvre s'appartient à eux, il doit passer d'abord vers chez eux, bon, pas chez eux, mais dans la galerie, et après, si ça ne marche pas, comment ça se passe? Alors, si un propriétaire privé réclame une œuvre et c'est possible de prouver, alors c'est pas lui qui doit le prouver, c'est le musée, l'institution publique qui est forcée de faire la preuve que eux ils sont les propriétaires légitimes. Et c'est un tournement, Beweislastumkehr, tu peux traduire ça? C'est un champ. Oui, c'est quelque chose qui était. Alors, donc, pour les œuvres spoliées dans les collections publiques, c'est un changement, un tournement de la loi normale. Donc, et si, par exemple, un musée ne peut pas prouver que lui est le bon propriétaire, ou il y a une grande lacune qui n'est pas à remplir, et ça devient conflictueuse. Oui, là, un avocat peut dire, alors nous sommes sûrs et certaines que c'est un œuvre spoliée, et si vous ne pouvez pas nous prouver le contraire, nous allons faire un débat devant un cour. Et là, on est forcé de trouver une solution. Mais c'est vraiment, en général, il n'y a pas les grands procès devant un cour parce que la compréhension de cette problème historique est grande dans les institutions publiques. Merci. Merci. Une autre question. Que se passe-t-il pour un particulier de bonne foi qui a acheté dans une galerie ou dans une vente aux enchères une œuvre d'art? Ça rejoint un petit peu, je pense, ce que disait monsieur tout à l'heure. Il achète de bonne foi, il le revend quelques années plus tard, on s'aperçoit que c'est une œuvre spoliée. Que se passe-t-il pour lui? Rien. Comme c'est une. C'est-à-dire il a acheté X millions d'euros ou Oui. quelques centaines de milliers d'euros. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il l'achète, c'est Il lui. achète en bonne foi. Il ignore ok. l'origine, etc. Oui. Et après, quelques années plus tard, il veut le remettre en vente pour X raisons. Ouais. Et on s'aperçoit que c'est une œuvre spoliée pendant les années sombres. Dans ce cas-là, il peut, s'il veut, réclamer à la maison de vente aux enchères, parce qu'eux, ils ont aussi ils sont forcés de vérifier les provenances avant vendre des choses. Et les grandes maisons de vente, ils ont toujours un département de recherche de provenance. Alors, parce que s'ils publient leur catalogue, il y a toujours une ligne historique qui était à remplir. Et le monsieur privé, s'il veut vendre l'œuvre après, il est presque. Alors, si lui, il réalise que l'œuvre a été spoliée, c'est presque impossible que lui le revend encore une fois. Donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est réclamer la première maison de vente et lui expliquer que eux, ils n'ont pas fait leur travail. Si entre-temps, il a réalisé que l'œuvre est spoliée, l'œuvre ne vaut plus 3 millions. Il ne veut rien parce que c'est
il n'est pas vendable, il n'est pas possible de le vendre après. Sauf sur le marché privé, ou je sais, mais vraiment pas avec une institution comme une maison de vente. Bonjour. Est-ce que dans votre grande expérience de recherche de provenance, vous avez déjà rencontré le cas de descendants ou d'ayants droit d'artistes qui ont été spoliés et qui recherchent les œuvres qui étaient dans l'atelier de l'artiste? En fait, l'exposition en rouge que je vous ai montrée, avec la dame du kibbutz à Israël, moi, je pouvais trouver cette dame uniquement parce que son père a été un artiste d'art décoratif des années 20. Il s'appelle Friedrich Adler et en fait, c'est quelqu'un qui... il a fait c'est art décoratif qu'il a construit. Par exemple, les fenêtres pour les temples, mais aussi art décoratif. et quand j'étais à la recherche de cette famille, alors j'ai eu la trace de la famille en Allemagne, mais je n'ai pas su. Alors j'ai su cette famille a été émigrée aux États-Unis, mais je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Donc d'abord, j'ai contacté l'État de New York pour avoir les informations qui étaient là. Et puis, j'ai commencé de faire une généalogie de la famille, de tout ce que j'ai appris. Et puis, j'ai fait une recherche Google parce que Friedrich Adler est assez connu. Et je me suis rendu compte qu'en 2012, le musée de Tel Aviv a fait une grande exposition avec ses œuvres. Donc, j'ai contacté la conservatrice. Et elle m'a dit, oui, la famille est toujours vivante et vous pourriez s'adresser à eux. Alors, je vais demander si j'ai le droit de vous rendre l'adresse. Et comme ça, on a fait le contact. Alors, s'il n'était pas un artiste, une personne connue par le public, moi, je ne l'aurais jamais trouvé. Donc, c'est beaucoup plus facile si vous avez une œuvre spoliée d'une collection avec un nom important, comme Mosse, par exemple, ou une collection d'un artiste, qu'une personne tout normale. Donc, c'est le cas. Mais je pense que vous pensez à autre chose. Oui, moi, je pense aux artistes eux-mêmes. Il y avait beaucoup d'artistes juifs ont été spoliés. Oui. Ma question, c'était est-ce que vous avez rencontré des descendants de ces artistes qui recherchent les œuvres de leur... Malheureusement, non. Mais ça peut arriver encore. J'en connais. Il faut que tu la rencontres. Alors, il y a une question là. Je vous remercie. Ma question est d'ordre juridique. Je voulais retourner sur la question d'avant. Vous avez évoqué que en Allemagne, les musées ou les institutions doivent entreprendre les recherches de provenance. Est-ce qu'en France, c'est aux demandeurs ou aux institutions publiques de faire les recherches? C'est le même cas pour la France que l'Allemagne. Alors, si vous regardez sur Lost Art, je vous recommande vraiment de le regarder. Là, vous pourriez lire les principes de Washington. Donc, c'était une conférence en 1998 à Washington, où 44 États ont déclaré qu'elles veulent soutenir la recherche de provenance dans les collections publiques. Et entre eux, c'était aussi la France. Je vous remercie. Oui, alors, c'est sportif ce soir. Merci. Je voulais simplement peut-être du coup compléter aussi les réponses aux deux dernières, à votre question, monsieur, et à la dernière question sur que se passe-t-il pour le propriétaire de bonne foi. Je crois que la réponse ça dépend aussi de où ça se passe, de quel pays et si la procédure il y a une procédure juridique ou pas, parce qu'il peut ne rien se passer, mais s'il est poursuivi ou il est attaqué par la famille spoliée, les descendants de la famille spoliée, on a un cas très récent. En France, d'acheteurs, de prêteurs, propriétaires américains qui ont prêté une œuvre, un Pissarro,
dans une exposition à Paris, qui a été revu par le petit-fils du propriétaire spolié, qui a consacré une grande partie de sa vie à la recherche de ses œuvres, qui a donc introduit une procédure devant le tribunal à Paris, le tribunal de grande instance, qui a ordonné la restitution tout simplement en considérant que les propriétaires n'étaient pas de bonne foi, quand bien même personnellement ils peuvent l'être, mais parce que l'œuvre avait fait l'objet d'une vente spoliatrice pendant la guerre, une arianisation de Vichy, et donc l'ordonnance de 1945, une des ordonnances de 1945 de la Libération, annule par avance, considère comme de mauvaise foi tous les propriétaires à venir. Et donc ils ont fait appel, ils ont perdu, ils vont sans doute se pourvoir en cassation. Et peut-être qu'ils se retourneront contre leurs vendeurs aux États-Unis. Mais c'était il y a 20 ans, donc l'issue n'est pas complète. Donc voilà, ça dépend évidemment du juge et de la lecture par le juge du droit de la libération qui commence à dater, mais qui est toujours en vigueur. Et sur qui fait les recherches de provenance, on l'a dit, c'est parfois les familles arrivent avec des recherches qu'elles ont faites elles-mêmes, et il y en a de plus en plus aussi. Et puis il y a des ayants droit, comme on les appelle, pas très joliment d'ailleurs, mais qui sont spécialistes, qui se spécialisent dans la recherche eux-mêmes et qui apportent des indices au musée, au pouvoir public. Et il est aussi de notre devoir de le faire, et c'est ce que nous essayons de faire, ce qui se fait depuis un certain nombre d'années, ce que fait la CIVS aussi en France. Et donc voilà, c'est une sorte de... Il n'y a pas d'obligation d'ailleurs juridique, mais une obligation morale, et qui est une tâche qui incombe en tout cas au ministère, au musée, au pluriel, aux bibliothèques, parce qu'on n'a pas parlé des livres. Mais, voilà. Merci beaucoup. Oui, voilà, je crois que je vais passer Bonsoir. Moi, j'ai une autre question juridique assez technique aussi, c'est par rapport à l'accès aux archives privées, aux archives de galeries dans le cadre d'une recherche de provenance. Et il peut nous être refusé même s'il y a une procédure juridique en cours. C'est une question. Je pense que oui. S'ils sont des institutions privées, ils ont le droit. Je pense. Mais en fait, par exemple, moi j'ai eu une recherche pour notre catalogue raisonné c'est le catalogue de la collection permanente des dessins français de notre musée. Et nous avons acquis ce fonds de presque 200 œuvres sur papier, alors les dessins, très vite dans les années 90. Il y a beaucoup de galeries qui existent toujours, donc si je n'ai pas des traces, alors c'était entre 1960 et 1990, donc assez récent, c'est pas des acquisitions pendant la guerre. Et si ils existent encore ces galeries, moi je les ai contactés pour essayer d'avoir accès à leurs fonds. Et quelques-uns ont accepté que je peux venir, mais il y a d'autres qui ont dit, alors si je vous explique où j'ai acheté cette œuvre avant le vendre à vous, moi je vous donne ma source. Et si vous publiez ça, il y a d'autres collègues qui peut-être essayent de contacter cette famille pour avoir la prochaine fois la possibilité d'être leur marchand. Donc oui, alors c'était la réponse que j'ai reçue dans quelques cas. Il faut l'accepter, je ne peux pas le forcer de m'accueillir. Oui, merci. Et je ne sais pas, Sophie, si tu veux prendre la parole, parce que c'est quand même intéressant, parce qu'à la bibliothèque, on a beaucoup de fonds d'archives des marchands, des galéristes. Et oui, non. Juste pour expliquer un petit peu aussi la situation de la loi en France, parce que ça, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, même si un fonds d'une galerie privée est rentré dans une institution publique, comme par exemple à l'INHA, il y a des restrictions pour la protection de la vie privée. Donc, je ne sais pas, tu peux peut-être dire, ou une de vous, en 2 mots par rapport... Oui, c'est un travail en cours, mais c'est juste au niveau de la loi, pour dire qu'il y a quand même... généralement, par exemple, pour les archives, il y a une loi qui dit que c'est 75 ans à partir de la date du document. Donc, vous voyez, il y a quand même, à partir du moment où il est question d'une vie privée, qu'il peut y avoir des informations
sur une collection, on a bien vu à quel point la recherche provenance touche très rapidement à la vie des personnes. Du coup, il faut aussi comprendre ce côté-là, qu'il peut y avoir des informations sensibles. Donc ça, c'est en tout cas en France très important, cette protection de la vie privée. Et donc parfois, il faut attendre qu'un fonds soit accessible, même s'il se trouve aux archives. Je peux ajouter quelque chose. Alors, il y a ces règlements est différent dans les différents pays. Alors ici, comme tu as dit, c'est 70 ans après l'établissement de documents. Mais il y a aussi un deuxième problème. Dans ces documents, il ne s'agit pas toujours que de l'artiste, du vendeur et de marchand, mais il y a aussi des droits des troisièmes personnes. Et ça, c'est difficile à établir. Alors, si quelqu'un écrit, je ne sais pas, ma cousine ou un monsieur, là, vous avez des problèmes de trouver les dates de naissance. Vous ne savez pas si c'est possible de publier, par exemple, cette source ou de le rendre accessible, parce que les droits des troisièmes personnes, c'est pas la bonne traduction, comme vous pourriez vous imaginer. Mais alors, il y a un droit sur la vie privée d'une troisième personne qui n'est pas le marchand ni l'acheteur. Donc ça, c'est difficile à établir. Donc c'est aussi, au moins en Allemagne, de temps en temps le cas, la raison pourquoi un fonds n'est pas accessible à la public. Oui, voilà, on a une spécialiste d'archives, c'est parfait. Merci, je n'avais pas prévu de prendre la parole. C'est juste pour réagir sur les délais de communicabilité. Pour ce qui concerne les archives publiques, le délai de communicabilité qui concerne la vie privée des personnes, c'est 50 ans après la date de production du document. Ensuite, pour ce qui concerne les archives privées, il n'y a pas de loi pour la communicabilité des archives privées. Donc, tout dépend des termes du contrat de don ou de dépôt du fonds. Mais généralement, on incite les déposants ou les donateurs à s'aligner sur le code qui régit les archives publiques. Donc, en tout cas, normalement, on ne va pas au-delà des 50 ans pour la protection des documents sur la vie privée. Voilà. Donc, oui. Voilà. Oui, merci beaucoup. Donc, le titre rouillé des archives nationaux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Non, moi je suis... En tout cas, merci beaucoup Tessa et merci beaucoup au public aussi, c'était très riche. Cet échange et cette discussion, bon, et j'espère donc vous revoir sur la rive gauche le 23 mai et pour la suite ce séminaire. Merci beaucoup.